Bien, merci à tous, merci à l'association Cosette & Gavroche qui a organisé cette journée et qui nous permet de partager quelques éléments afin d'avoir des outils intellectuels pour l'année qui s'annonce, qui sera une année de mobilisation pour la défense des enfants. Justement, le thème de mon intervention porte sur l'enfant. Il s'agit de voir de quelle manière le projet de PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes impacte les enfants. Donc ce projet est bien mal nommé, parce que PMA pour les femmes est très réducteur. En réalité, il est loin de concerner seulement les femmes, il concerne la société tout entière et en particulier les enfants. Le rôle de la loi étant d'assurer le respect des droits de tous, il convient d'envisager les conséquences de ce projet sur les enfants afin de les comprendre et aussi de les dire à nos députés. Alors, je rappelle qu'en droit français actuel, la PMA, la procréation médicalement assistée, poursuit un objectif thérapeutique, à savoir éviter la transmission d'une maladie grave ou, de façon plus courante, remédier à l'infertilité d'un couple. Infertilité dont le caractère pathologique doit être médicalement diagnostiqué. Donc en conséquence, la PMA ne concerne que des couples composés d'un homme et d'une femme, vivants et en âge de procréer. Tout simplement parce que l'incapacité à procréer d'une personne seule, de deux personnes de même sexe, des personnes trop âgées ou même carrément décédées, eh bien cette incapacité à procréer n'a rien de pathologique, elle est naturelle et n'a pas vocation à être prise en charge par la médecine dans cette perspective thérapeutique. Donc ce qui est réclamé par certains, c'est la légalisation en France de la PMA pour les femmes, c'est-à-dire l'insémination par des donneurs de femmes qui ne sont pas confrontés à un problème de fertilité, mais qui veulent réaliser un projet d'enfant qui n'inclut aucun homme. Bon, lors des États généraux de la bioéthique, le sujet qui a suscité le plus d'intérêt et le plus de contributions sur le site dédié, c'était justement cette extension de la PMA. Et justement, alors que certains sondages jusque-là avaient soi-disant révélé une majorité de Français en faveur de la PMA pour les femmes, eh bien, les citoyens qui se sont exprimés sur le site dédié des États généraux se sont prononcés dans une écrasante majorité, à plus de 90%, pour le statu quo et donc contre toute extension de la PMA. Alors ce décalage entre les votes les votes exprimés au moment des États généraux et les sondages qui avaient précédé est tout à fait facile à comprendre. Voyez la question posée aux Français dans un sondage relayé par l'Obs en mars 2018. Je pose la question. Êtes-vous favorable ou opposé à ce que l'on accorde aux femmes seules et aux couples homosexuels féminins le droit en France de recourir à la procréation médicalement assistée pour avoir un enfant? Mais comment répondre non à une telle question? C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir pas mal réfléchi pour embrasser dans une seule pensée tout ce que signifie la PMA pour les femmes, sans compter qu'il n'est jamais facile de se prononcer contre quelque chose, surtout quand il s'agit d'accorder un prétendu droit à quelqu'un. Donc il importe de saisir les enjeux de ces projets et de les faire connaître, c'est ça l'objet de cette journée, de telle manière que chacun puisse se faire une opinion en connaissance de cause. Et l'enjeu principal, eh bien, ce sont les enfants. Alors pour les enfants, concrètement, la PMA pour les femmes signifie l'effacement délibéré du père et de la lignée paternelle, et l'effacement juridique. On ne parle pas du fait que certains enfants n'aient pas de lignée paternelle, ne connaissent pas leur père. Non, ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est que la loi interdirait à certains enfants la possibilité d'avoir un père, concrètement. Ils n'auraient pas d'action en recherche de paternité disponible. Alors, je ne vais pas vous infliger un cours de droit, je veux juste citer un texte qui mérite d'être connu et dont l'existence pourrait être rappelée opportunément à nos députés. C'est la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été adoptée dans le cadre de l'ONU et qui a été ratifiée par la France. Et ce texte est intéressant parce qu'il a une valeur supranationale, donc il est supérieur à la loi française et donc à tout projet de loi en la matière. Alors il dit beaucoup de choses, ce texte, mais en particulier, il prévoit le droit pour l'enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Alors, comment ne pas voir que la légalisation d'une pratique qui efface délibérément et définitivement le père ne peut pas être compatible avec ce droit de l'enfant? Et c'est pourquoi ce texte très embarrassant
qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, après avoir été à la mode il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui est complètement passé sous silence. On ne l'évoque même pas, ou si on le cite quand même, parce qu'on ne peut pas tellement faire autrement, c'est pour relativiser sa portée. Donc c'est pourquoi j'aimerais la préciser un petit peu avec vous. Alors d'abord, on va relever en effet que ce droit de l'enfant concerne les parents. Il a le droit de connaître ses parents. Mais qui sont les parents ? C'est pas précisé. Mais enfin, on peut lire l'article en entier qui est assez éclairant. Je vous le cite. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Donc cet article définit un ensemble de droits pour l'enfant dans le contexte de sa naissance. Et il est clair que les parents visés sont les parents de naissance, ceux qui sont à l'origine de la vie de l'enfant, et le père en fait partie. Alors on cherche à minimiser l'effacement du père par le constat que, en particulier, l'accouchement dans le secret, dit accouchement sous X, et l'adoption plénière aboutissent au même résultat. Et dans ces conditions, finalement, la PMA qui écarte le père ne serait pas si problématique. Enfin, en tout cas, pas plus que l'adoption ou l'accouchement dans le secret. Bon, mais l'adoption dans le secret et l'adoption plénière n'ont absolument rien à voir avec la PMA sans père, parce que ces mesures interviennent dans l'intérêt de l'enfant. Et nous parlons d'un droit de l'enfant, un droit de connaître ses parents et être élevé par eux dans la mesure du possible. C'est un droit et ce n'est pas une obligation, sous peine que ce prétendu droit devenu une obligation ne se retourne contre l'enfant. Et c'est pourquoi, si l'intérêt de l'enfant l'exige, il est non seulement possible, mais même indispensable, d'écarter la famille d'origine au profit de parents adoptifs, par exemple. Alors, d'abord pour l'accouchement dans le secret. L'accouchement sous X, c'est une possibilité offerte à la femme d'accoucher dans le secret, donc sans donner son identité, mais ça vise avant tout à préserver la femme, oui, mais l'enfant lui aussi, contre le risque d'infanticide ou d'abandon sauvage qui pèse sur lui, dès lors que la femme qui va le mettre au monde ne veut pas être connue. Alors, est-ce que la mesure est efficace ? Est-ce que oui, en effet, elle évite des infanticides ? Je ne sais pas, on pourrait en discuter. Est-ce que dans les pays qui n'ont pas l'accouchement sous X, il y a plus d'infanticides ou pas ? C'est quelque chose qu'on peut envisager, qu'on peut voir, mais ce qui est certain, c'est que dans la mesure où cette possibilité offerte à la femme poursuit la sauvegarde de la vie de l'enfant, eh bien, elle intervient dans l'intérêt de l'enfant et elle est compatible avec le respect des droits de l'enfant. C'est pareil pour l'adoption. L'adoption plénière, en effet, fait obstacle définitivement à la famille d'origine de l'enfant. Mais elle aussi, elle intervient dans l'intérêt de l'enfant. L'adoption plénière a pour but de donner à un enfant qui a été privé par les malheurs de la vie d'un de ses parents ou des deux, des parents adoptifs. Une famille d'adoption qui devient sa famille. Mais cet objectif ne peut être atteint que si l'adoption est stable et définitive. Parce que la famille adoptive ne sera qu'une famille d'accueil si l'adoption est en permanence suspendue à la possible survenue de la famille biologique. Donc la PMA sans père, elle empêcherait elle aussi l'enfant de connaître son géniteur, son père biologique, et a fortiori d'être élevé par lui. À ceci près que cette mesure interviendrait cette fois non pas dans l'intérêt de l'enfant, mais pour satisfaire le désir d'autrui. Et c'est pour cela qu'elle est incompatible avec le respect des droits de l'enfant. C'est-à-dire que la PMA sans père et l'adoption ne sont pas comparables. Il faut bien comprendre que l'adoption n'a jamais privé un enfant de rien. L'adoption ne prive l'enfant de rien et certainement pas de ses parents biologiques. Elle intervient au profit d'un enfant qui a été privé, ça oui, de ses parents biologiques, mais par les malheurs de la vie, pas par l'adoption. L'adoption intervient pour réparer cela. Au contraire, la PMA pour les femmes organiserait délibérément l'effacement du père pour que l'enfant n'ait qu'un seul parent et soit ainsi rendu adoptable, disponible pour réaliser le désir d'autrui. Alors on va encore chercher à relativiser le problème. On dit oui, c'est vrai, bon d'accord, la PMA sans père, c'est pas comme une adoption, mais la PMA sans père, en fait, ça ressemble à un don de gamètes. Et le don de gamètes, ça existe déjà aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est pas si grave. En effet, la loi française autorise le couple en processus de PMA de recourir au don de gamètes, donc à des gamètes d'un donneur. Ce don de gamètes organise la conception de l'enfant d'une manière qui écarte délibérément un des géniteurs de l'enfant,
dans la branche concernée par le don au profit d'un parent d'intention. Donc, autrement dit, il prive la filiation de son fondement biologique dans la branche concernée. Alors, est-ce que c'est un problème? Bon, à première vue, il semble que non, car nous savons bien que la filiation ne se réduit pas à relayer un lien biologique. C'est-à-dire que l'adoption existe en droit français, mais enfin de façon beaucoup plus courante, lorsque le mariage désigne le mari comme le père, on ne vérifie pas qu'il est le père. Lorsqu'un homme reconnaît un enfant, il n'y a pas de vérification de la paternité biologique. Donc la filiation ne se réduit pas à relayer un lien biologique, ça c'est sûr. Mais pour autant, est-ce qu'on peut en déduire que ce lien biologique serait sans intérêt au point qu'on puisse délibérément en priver un enfant? Bien, la réponse est sans ambiguïté négative, et chacun peut en faire l'expérience immédiate. Quel parent ne redoute pas un échange d'enfants à la maternité? Et justement, le préjudice qui est subi par les intéressés en cas d'échange d'enfants par erreur à la naissance, à la maternité, est révélateur. Je vous cite juste une seule décision. Tribunal de grande instance de Grasse, dans un jugement, qui a accordé 400 000 € de dommages-intérêts à 2 jeunes filles qui avaient été échangées par erreur à la naissance. 400 000 €, c'est pas un petit préjudice. Quel est le préjudice? On les a pas ramassées dans la rue. Elles ont eu des parents qui les ont aimées, qui les ont éduquées. Juste, c'est pas leurs parents biologiques. Bon, alors c'est vrai que ce drame de l'échange des enfants à la naissance prive les intéressés de bien plus que le lien biologique, parce qu'on sait très bien que déjà pendant la grossesse, la dimension vécue, la dimension symbolique de la filiation a commencé à se mettre en place. Alors je vais prendre un autre exemple un peu plus révélateur. C'est le cas des erreurs commises par l'hôpital au moment de la procréation médicalement assistée. Concrètement, l'hôpital fait une erreur de gamètes ou d'embryons. Et la femme se fait inséminer par les gamètes qui ne sont pas ceux de son conjoint, ou se voit implanter un embryon qui n'est pas celui du couple. Bon, normalement, que se passe-t-il? Rien. Ce couple est en processus de PMA, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un enfant, qu'est-ce qui se passe? Ils attendent un enfant. Et pourtant, vous savez ce qu'ils font? Ils attaquent la responsabilité de l'hôpital. Et ils demandent réparation de leur préjudice. Et la justice reconnaît l'existence d'un préjudice qu'elle indemnise. Alors, en quoi consiste le préjudice? Dans le fait qu'ils attendent un enfant qui n'est pas issu de leur gamète. Alors, s'il est vrai que le lien génétique, le lien biologique est complètement indifférent en matière de procréation, pourquoi est-ce qu'on peut caractériser un préjudice sous prétexte que l'enfant n'est pas issu de leur gamète? Et le préjudice est pourtant tellement réel qu'il semble que, dans la totalité des cas, les couples préfèrent avorter. Donc, ils préfèrent ne pas avoir d'enfant du tout, plutôt que d'attendre un enfant qui n'est pas issu d'eux. Alors, dans ces conditions, est-ce que c'est pas un petit peu léger de décréter qu'il serait indifférent pour un enfant d'avoir comme parents ses géniteurs ou quelqu'un d'autre? Alors on peut essayer de compenser la mise à l'écart de ce lien biologique en proposant la levée de l'anonymat, du don. Bon, mais avec toutes les difficultés que supposerait en elle-même la levée de l'anonymat, il semble encore ici assez léger de considérer que l'information sur l'identité du géniteur devrait compenser pour l'enfant le fait d'être privé du lien biologique avec ses parents. Les enfants échangés à Grasse, elles ont eu la levée de l'anonymat, elles ont été informées de leur famille d'origine, et pourtant il est resté un préjudice de 400 000 € quand même. Quant au couple en processus de PMA qui subit une erreur d'embryon ou de gamète, est-ce que vous croyez qu'il s'estime satisfait avec la levée de l'anonymat? Écoutez, on va vous dire de quel couple viennent les gamètes, comme ça tout va bien. Est-ce que vous pensez que le couple dont viennent les gamètes ou dont vient l'embryon, il s'estime satisfait, lui, avec la levée de l'anonymat? Écoutez, on n'a plus d'embryons à vous parce qu'on les a implantés chez quelqu'un d'autre, mais on va lever l'anonymat, on va vous dire chez qui ils sont. Donc rentrez chez vous, il ne se passe rien. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, pourquoi est-ce que l'enfant, lui, devrait s'estimer satisfait avec l'information sur l'identité de son géniteur? Finalement, le don de gamètes pose une question très simple. Est-ce que c'est important ou pas d'être issu de quelqu'un? Et si c'est important pour les uns, c'est important pour les autres. On ne peut pas considérer que c'est crucial pour les adultes qui s'en plaignent, mais que ce serait indifférent, a priori et définitivement, pour les enfants. Alors en 1994, la première loi de bioéthique, avec pas mal de naïveté, a organisé le recours au don de gamètes. On a voulu considérer à l'époque que le lien biologique était sans importance et qu'il importait seulement pour les enfants d'avoir été désirés et d'être aimés. Bon, aujourd'hui, la première génération des enfants issus du don est adulte, et ces jeunes
qui ont été comme promis, aimés et désirés, nous expliquent que ce n'est pas si simple et que être issu de quelqu'un, eh bien, ce n'est pas indifférent, quand bien même on appellerait ce quelqu'un un donneur. Donc la loi actuelle qui permet le don de gamètes, apparaît déjà discutable au regard du respect des droits de l'enfant. Alors serait-il cohérent, au moment où les difficultés liées au don de gamètes commencent à être connues, reconnues, de généraliser le recours à des gamètes extérieures et au passage de l'aggraver? Il s'agirait en effet d'une généralisation parce que la PMA pour les femmes, c'est toujours une PMA avec donneur. Donc on passerait du don de gamètes par exception au don de gamètes systématique. Et puis surtout, la portée de ce recours à des gamètes extérieures serait modifiée et aggravée. Et c'est pour cela qu'entre la PMA actuelle et le projet de PMA pour les femmes, il existe vraiment une ligne rouge que cette journée veut mettre en évidence. Parce que les jeunes adultes issus des dons qui s'expriment aujourd'hui, bon, pour ceux qui s'expriment, ils sont très clairs. Ils disent bien qu'ils ne cherchent pas un père. Ils disent, un père, moi j'en ai déjà un. C'est l'homme qui m'a élevé, qui m'a éduqué, qui m'a aimé. Mais les enfants à venir de ces PMA pour les femmes, eux, justement, ils ne pourraient pas en dire autant. Parce qu'un père, ils n'en auront pas. Et donc, on voit que la loi passerait du remplacement du géniteur par un père d'intention, qui est déjà problématique, à l'effacement de la branche paternelle, qui est bien plus grave. Alors, avec tout ça, on peut encore tenter de relativiser la situation, l'atteinte aux droits de l'enfant, en affirmant que les enfants ainsi conçus sans père se porteraient très bien. En tout cas, comme les autres, ni mieux ni moins bien. Bon, si c'est le cas, mais tant mieux, réjouissons-nous. Qui souhaite la moindre difficulté à un enfant? Bon, quand même, le comité d'éthique relativise la portée de ces études qui n'ont pas de caractère scientifique, qui sont invoquées donc à l'appui de cette affirmation, et sans compter que l'expérience personnelle de chacun révèle au contraire que l'absence de père est source de difficultés et de souffrances. Mais bon, admettons, imaginons que les enfants ne souffrent pas de l'absence de père, de l'effacement du père, ou, à tout le moins, qu'il soit possible, et d'ailleurs c'est heureux, de surmonter cette difficulté. En effet, précisons que aucun enfant, y compris conçu d'une manière qui efface le père, n'est condamné à rater sa vie. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances de la conception, de la naissance, quelles que soient les difficultés qui arriveront ensuite, personne n'est condamné à rater sa vie et il est possible, sans doute, de surmonter les difficultés. Bien. Pour autant, le fait qu'un enfant puisse surmonter une souffrance, une difficulté, ne justifie en rien de programmer délibérément cette difficulté, cette souffrance. Le fait qu'un enfant puisse survivre à la violation de ses droits ne rend pas légitime cette méconnaissance de ses droits. Imaginons qu'une étude révèle que les personnes amputées d'un bras vont aussi bien que les autres. Taux d'emploi équivalent, stabilité affective dans la norme, pas plus de dépression, pas plus de suicide, pas plus d'addiction, enfin, voilà, tout pareil. Est-ce qu'on pourrait en déduire qu'il serait légitime de priver quelqu'un de bras pour satisfaire un désir? Alors certes, c'est plus visible d'être privé de bras que d'être privé de père, mais enfin, ça ne rend pas anodine la privation de père. Bon, je crois que je pourrais m'arrêter là, mais je voudrais attirer votre attention sur un autre point, c'est que cette PMA pour les femmes, qui est donc toujours une PMA avec donneur, aggraverait de façon significative un autre point, c'est la possibilité de consanguinité entre les enfants. Alors on parle d'inceste, en fait le mot est mal choisi, puisque l'inceste a avant tout une dimension sociale. Donc là, on est uniquement sur le terrain biologique, mais cette crainte de rencontrer ses frères et sœurs biologiques, entre guillemets, est une crainte omniprésente chez les personnes issues du don. Moi, j'ai entendu marteler pendant des années dans tous les colloques que cette crainte était uniquement psychologique et qu'elle n'avait rien de concret, puisque statistiquement, il était impossible que des personnes issues des dons se croisent. Bon, à ceci près qu'en France, 2 personnes issues d'un don de sperme se sont mariées ensemble. Ils sont assez médiatiques. C'est Arthur et Audrey Kermavelzen. Parce qu'ils se sont rencontrés dans une association d'enfants issus du don et ils ont ainsi déjoué les statistiques. Et avec 7 autres jeunes de leur entourage, ils ont fait des tests de salive sur Internet. Bon, grâce à ce test, à une petite enquête, Arthur, lui, il a retrouvé son donneur. Audrey et son frère ont appris qu'ils étaient issus du même donneur, mais pas seulement.
Également, une cliente d'Audrey, qui est avocate, est issue du même donneur qu'eux, ainsi que son frère. Donc sur 8, ils sont déjà 4 issus du même donneur. Alors pour des gens qui ne devaient jamais se rencontrer, c'est raté. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec la PMA pour les femmes? Il est de notoriété publique que les dons déjà aujourd'hui de sperme sont insuffisants. Donc comme on augmenterait la demande, il faudrait augmenter les apports. Et le moyen d'augmenter les apports, c'est de les rémunérer, de passer du don à la vente. Et ce n'est pas la peine de se voiler la face, c'est obligatoire. Tous les États qui ont ouvert la PMA en dehors des indications thérapeutiques ont été obligés de rémunérer les gamètes. Les seuls qui ne l'ont pas fait, c'est la Belgique et le Canada. Ils se retrouvent à acheter 90% de leurs apports de sperme, respectivement, au Danemark et aux États-Unis. Bon. Et dans ce contexte, bon, outre le sentiment pour les enfants quand même d'être issus de ce business, hein, les chiffres publiés par la presse britannique en mai dernier sont assez éclairants. Ils révèlent que sur un certain laps de temps, hein, ça ne s'est pas fait en quelques mois, 17 donneurs de sperme britanniques ont engendré plus de 500 enfants. Bon, la presse française titre pudiquement donneurs, mais en fait, il s'agit de vendeurs. Et c'est tout à fait logique, ce genre de statistiques, parce que la rémunération encourage les fournisseurs à multiplier les apports devenus pour eux source de revenus. Un donneur donne une fois, 2 fois. Un vendeur, il donne tant qu'il a besoin d'argent, et ça peut durer longtemps. Alors, donc la généralisation du recours du don de gamètes accroît de façon significative cette possibilité de croisement des enfants issus des dons. Et puis pour finir, toujours dans les conséquences pour les enfants, la PMA pour les femmes signifie donc l'abandon du critère thérapeutique, puisque les femmes célibataires ou en couple de femmes ne souffrent pas d'infertilité pathologique. Mais alors la PMA serait ouverte non seulement aux femmes, mais à tout le monde, y compris les couples hommes-femmes fertiles. Pourquoi exiger d'eux une infertilité pathologique? On ne l'exige plus, c'est fini ça. Donc y compris les couples hommes-femmes fertiles, qui sont numériquement les plus nombreux et qui constituent la cible réelle du grand marché de la procréation, qui se hâtera, une fois ce verrou thérapeutique levé, de proposer des prestations sur mesure pour avoir l'enfant souhaité, selon telle ou telle caractéristique. C'est-à-dire que dans les pays qui ont autorisé la PMA en dehors des indications thérapeutiques, les couples fertiles commencent à se tourner vers la PMA. Pourquoi? Pas seulement pour avoir un enfant, hein, parce que ça, ils peuvent le faire tout seuls. S'ils se tournent vers la PMA, c'est pour avoir tel enfant qui correspond à leur commande. Donc un garçon ou une fille, par exemple, comme aux États-Unis, éviter un strabisme, comme au Royaume-Uni, ou alors avoir un enfant à fort QI. On travaille là-dessus en Chine. Ce ne sont que des exemples. Donc l'enfant, dans ce contexte, eh bien, il se retrouve sommé de correspondre à une commande, sous peine de décevoir les parents devenus des clients. C'est tout naturellement qu'un couple de femmes a attaqué l'hôpital aux États-Unis parce que l'enfant issu d'un donneur et mis au monde par l'une d'elles était métisse, alors qu'elle est par ailleurs en parfaite santé. Donc quel message une telle action adresse-t-elle à l'enfant, hein, qui ne correspond pas à la commande? Donc la société doit s'interroger aujourd'hui. Jusqu'où est-ce qu'on veut aller avec ces techniques de procréation? Est-ce que la PMA doit demeurer une mesure d'exception destinée à compenser une infertilité médicale? Ou est-ce qu'elle doit devenir un mode habituel de procréation, organisant la rémunération des éléments et produits du corps et la sélection des enfants, hein, considérés comme les meilleurs? Donc en conclusion, on comprend mieux à quel point est-ce que la PMA ne concerne pas seulement, enfin, le projet d'extension de PMA ne concerne pas seulement les femmes. Elle a un impact, et un impact important sur les enfants et sur leurs droits. C'est pourquoi il est inexact de considérer que la PMA pour les femmes relèverait de la vie privée de ces dernières. Il est certain que les individus prennent en matière de procréation des décisions qui les regardent, qui relèvent de leur vie privée. Et en particulier, on sait bien que les femmes ont toujours trouvé les moyens d'avoir des enfants, entre guillemets, seules. Cependant, dès lors qu'elles sollicitent le législateur, et c'est le cas, on ne peut plus parler d'autonomie, on ne peut plus parler de vie privée. Concrètement, les femmes exigent de la société qu'elles fournissent des gamètes, une prestation d'insémination, mais surtout, parce que là le reste encore, on peut le trouver par d'autres moyens, elles exigent que la société institutionnalise la situation d'absence de père ainsi provoquée. À partir du moment où la société est sollicitée, le choix ne relève plus de la vie privée des intéressés, il relève de la responsabilité du législateur
et son travail est de faire respecter les droits de tous. D'ailleurs, ça est valable aussi pour nous autres citoyens. Si la façon dont tel ou tel décide d'avoir un enfant ne nous regarde certes pas, à partir du moment où la loi est sollicitée, alors en tant que citoyens de la République française, nous sommes concernés. Et nous avons non seulement le droit, mais même, je dirais, la responsabilité, le devoir de faire, dans la mesure de nos moyens, de faire en sorte que la loi française soit respectueuse de tous. Parce que si on se permet de porter des jugements parfois très critiques sur d'autres époques diverses qui ont toléré, dans l'indifférence plus ou moins généralisée, la méconnaissance des droits d'autrui, c'est pas pour rester les bras ballants pendant que le gouvernement nous annonce la légalisation de la conception d'enfants interdits de père. Alors, finalement, les Français qui se pensent favorables à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, est-ce qu'ils seraient toujours du même avis si la question était posée un peu plus précisément du côté des enfants? Pensez-vous que la loi doit organiser la conception d'enfants privés délibérément, définitivement et légalement de pères, d'enfants exposés à la consanguinité, programmés pour répondre à un désir d'enfant? Un sondage IFOP demandé en juin 2018 par Alliance Vita nous apporte une réponse éclairante. C'est un sondage sur le rôle et l'importance du père, publié dans la Croix. Et à la question « Diriez-vous que les pères ont un rôle essentiel pour les enfants ?», 93% des Français répondent « oui ». Donc comment, dans ces conditions, avoir l'idée que les Français seraient favorables à l'interdiction légale de père? Le président du comité d'éthique avait ouvert les états généraux par une question un peu grandiloquente. Quel monde voulons-nous pour demain? Bon, l'examen des conséquences de la PMA pour les femmes sur les enfants nous permet de réaliser que cette question, en fait, n'avait vraiment rien d'exagéré. Il s'agit bien de cela, de décider du monde que nous voulons pour demain, parce que rien que sur ce sujet de la PMA, il s'agit de décider ou de refuser de franchir la ligne rouge. Je vous remercie.